Bonjour tout le monde. Rebonjour peut-être pour certains qui étaient là ce matin. Ok, le nombre de participants monte petit à petit. On va peut-être se laisser une minute ou deux pour commencer. En modalité pratique, vous avez obligatoirement vos micros et caméras coupés. On peut les réactiver si besoin, si vous souhaitez prendre activement la parole. Vous avez sinon la possibilité, normalement pour tous, de poser des questions avec les questions-réponses. C'est un petit bouton, un petit module de questions-réponses qui est activé normalement pour tous. Et puis pour les participants qui sont identifiés, la conversation doit être ouverte aussi normalement. Mais j'ai bien compris ce matin que tout le monde n'avait pas accès aux deux fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à l'utiliser l'une ou l'autre. On vérifiera les deux. Lever la main est aussi sans doute possible, mais ça, j'ai demandé à personne de vérifier ce matin, donc je ne sais pas trop. Et ben voilà. Merci Manon, merci Sophia, ça fonctionne bien. Donc vous pourrez aussi utiliser ça si vous souhaitez qu'on active votre micro, si vous avez une question particulière, un commentaire à apporter. La séance est donc enregistrée, sera mise à disposition. Voilà pour les modalités pratiques. On va essayer de se garder du temps et moi je vais être là de toute façon pour répondre dans la partie conversation pendant que mes collègues parlent. Paulina, tu es bien là? Je ne te vois plus si tu es bien là. Oui, je suis là. Ok, je te laisse peut-être projeter si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de faire le partage directement dans Teams en espérant que cela fonctionne pour tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, levez Je la main. pense que ça ne sera pas le cas parce que je vois que Nicolas Andry est là et que c'est ce matin lui qui avait un souci. Donc je pense que ça va être de nouveau le cas là. Alors, on ne va Maintenant. pas essayer du coup directement. On va passer tout de suite en Merci, me mode diapo. dit-il tout de suite. Donc, je pense que c'est ça. Je suis désolée, Paulina. C'est plus simple, Nicolas, pour nous. C'est pour ça qu'on tente. C'est parce qu'après, ça nous permet de plus de souplesse sur les écrans. Mais ça se fait aussi sans ça. On l'a fait ce matin. Alors, c'est pas grave. Je prépare du coup. Je vois plus très bien les participants. J'arrive à bien voir les conversations. De rien, Nicolas. Je Et vais si je suivre de toute façon partage. cette partie-là. Ok, merci beaucoup Alice. Ok. Et Ben, donc, c'est est-ce bon, on voit que bien. tout le monde voit? Super. Hop. Moi, c'est bon de mon côté. Du coup, je suis prête. Alice, Ouais. du coup, Ah ben, j'ai mis les petites diapositives. ok. Je te laisse introduire. Donc, merci. Deuxième webinaire de notre séance, donc de notre session Vitam en ligne pour l'année 2024. Donc, autour de Vitam accessible en service. Pour nous, l'enjeu sur les 2 heures est de vous présenter évidemment ce que c'est, ce que ça représente, les usages, comment on entre dans le service. Mais n'hésitez pas à poser des questions parce que ça permettra aussi d'orienter les sujets et ce sur quoi on va axer de manière plus importante. Et puis, je vais rapidement, avant de laisser la parole aux collègues, les présenter peut-être, ou Paulina, tu pensais le faire? Moi, j'allais proposer un tour de table de présentation. Eh bien, allez-y. Et moi, je coupe caméra et micro, mais je reste là sur la partie conversation et questions-réponses. Merci À te beaucoup, jouer. Alice. Donc, pour cette session de présentation de Vitam accessible en service, je suis Paulina Grigorieva, je suis chef de projet responsable du service FAS et je suis accompagnée par mes collègues Isabelle Josse et Julien Georges, que je laisse se présenter. Vas-y, à toi, Isabelle. Ton micro est coupé. Oui, pardon, bonjour à tous. Donc Isabelle Josse et je suis product owner ou responsable produit de Vitam Accessible en service. Et donc Julien Georges, bonjour à tous, je suis responsable d'exploitation sur le programme Vitam. Merci à tous les deux. Donc pour cette présentation, les thématiques étaient donc la présentation de Vitam accessible en service avec un focus sur la coopération autour de Vitam accessible en service, qu'est-ce que c'est qu'être partenaire porteur du service FAS, que les utilisateurs du service FAS,
les cas d'usage, d'utilisation du service FAS et une vision des procédures et de ce que cela signifie dans le service FAS. Mais avant de parler de cela, nous proposons une brève introduction pour poser le contexte, pour pouvoir ensuite se diriger progressivement vers des précisions autour du service FAS. Sur cette introduction, je vous propose de commencer par donc cette diapositive que peut-être certains d'entre vous ont déjà vue, qui présente le club utilisateur du programme Vitam. Donc un club utilisateur qui est composé de plusieurs profils d'organisation. Donc nous avons sur cette diapositive une orga sur laquelle vous pouvez voir que nous avons des administrations de l'État qui sont présentes dans le club d'utilisateurs Vitam du programme Vitam, pardon. Également des établissements publics, des opérateurs de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises, soit des entreprises du secteur numérique, des éditeurs de logiciels ou des cabinets de conseil qui travaillent autour de l'écosystème d'archivage électronique et d'outils d'archivage électronique. Ce que je voulais vous présenter sur cette diapositive, c'est les utilisateurs de Vitam Accessible en Service qui sont identifiés par des encadrés violets que vous pouvez voir. Donc pour les ministères, un peu plus haut dans la diapositive, pour des opérateurs d'établissements publics au centre, et puis les collectivités territoriales qui sont déjà présentes dans le service. Et en pointillé, vous avez de la visibilité sur les utilisateurs qui se rapprochent du service ou qui ont émis le souhait de souscrire à Vitam Accessible en Service. Dans les ministères, je ne vais pas vous les présenter tous en détail puisqu'on en parlera plus tard. Je voulais juste attirer votre attention sur le ministère de la Justice qui n'est pas encadré dans la même couleur parce que le service Vitam Accessible en Service est utilisé par le ministère de la Justice selon un format un petit peu spécial qu'on évoquera aussi brièvement tout à l'heure. Mais voilà donc toute la visibilité du club utilisateur de Vitam et qui sont les utilisateurs de VAS. Donc Vitam Accessible en Service, particulièrement, qu'est-ce que c'est? Donc nous avons cette instance mutualisée qui est mise à disposition des organisations utilisatrices qui en fait bénéficient donc d'une interface qui s'appelle Vitam UI, ainsi que de la souche logicielle Vitam et d'un hébergement qui est réalisé sur un nuage, sur un cloud qui s'appelle Nubo. Donc c'est une instance qui est opérée par le ministère de la Culture au sein du programme Vitam pour des organisations qui ont choisi donc ce format d'utilisation du service d'archivage électronique. Et donc nous avons le service VAS et le petit sous-titre Axone, c'est le VAS du ministère de la Justice. Donc une instance VAS mutualisée et dédiée aux organisations qui ont souscrit à VAS et l'instance dédiée au ministère de la Justice Axone. En ce qui concerne la présentation de l'exploitation du service VAS, je vais passer la parole à mon collègue Julien Georges, qui est responsable des opérations production au sein du programme Vitam et pour le service VAS. Merci Paulina. Alors oui, derrière tout ce service qu'on vous offre, il y a des infrastructures sur lesquelles on stocke vos données et on vous opère le service. Cette infrastructure est hébergée sur le cloud qui s'appelle Nubo, qui est un cloud qui est opéré par la DGFiP. On a d'étroites collaborations avec eux sur le service rendu VAS qu'on vous opère. Nubo est actuellement, on va dire, porté sur la partie RIE. Ils ont aussi une partie Internet, mais que nous, on n'utilise pas. Donc aujourd'hui, le service VAS n'est exposé que sur la partie RIE. C'est dédié aux services sensibles de l'État, la partie RIE. C'est souverain, c'est donc la DGFiP qui l'opère, maîtrisé et opéré par des agents de l'État, comme c'est indiqué sur la slide. On est sur une redondance sur deux sites distincts qui sont opérés donc par Nubo et sur un stockage objet de type Swift. Alors ça parle peut-être pas, mais c'est une technologie de stockage qui nous permet d'atteindre de très fortes volumétries. Et comme c'est indiqué, pour atteindre le service VAS, il va falloir donc contacter votre contact UGA pour Renater, notamment pour voir aussi les capacités réseau d'interconnexion RIE, parce qu'en fonction des volumétries que vous souhaitez envoyer sur le service, et il faudra qualifier le bon tuyau pour pouvoir envoyer tout ça. Merci beaucoup, Julien. Je ne sais pas comment on gère les questions. Alice, je vois que tu as indiqué à vos questions prêtes pour y répondre. Bon, on continue la presse et puis en fonction des questions. Je vous ferai signe s'il y a besoin de vous et sinon je réponds au fil de l'eau et puis peut-être entre les parties si besoin. J'interviens, je vous ferai signe.
Ça marche, merci beaucoup. Du coup, je te laisse encore la parole, Julien, pour la présentation de l'exploitation du service FAS. Tout à fait, merci. Alors aujourd'hui, le service VAS, comme je disais, il est hébergé sur 2 sites qui sont distants, sur lesquels on s'appuie sur le service cloud de la DGFiP. C'est une infrastructure qui est mutualisée, comme tu le présentais à l'instant, Paulina, entre les différents partenaires qui sont sur notre service. On a une équipe d'exploitation qui est dédiée au maintien en conditions opérationnelles du service, avec des taux de disponibilité garantis en horaire ouvré. On se cale sur les mises en disponibilité que Nubo nous propose aujourd'hui. On essaye d'ailleurs de continuer à travailler avec eux pour offrir une plus grande plage de support. C'est élastique parce qu'on est sur un cloud, donc on pourra agrandir l'infrastructure au besoin en fonction de l'évolution du service rendu. On a d'ailleurs une attention particulière à la supervision et au monitoring de la plateforme au quotidien pour voilà, l'adapter aux besoins et à vos demandes. L'avantage aussi que ce soit opéré par le programme Vitam, c'est qu'on a vraiment un pôle de compétences centralisé et avec un accès privilégié à tous les développeurs aussi du programme Vitam, donc ce qui nous permet d'être très réactifs et aux petits soins du service qu'on vous offre. Le service, on va dire, suit aussi au plus proche les évolutions logicielles du programme Vitam et notamment ses homologations de sécurité. Et VAS, pour le coup, a aussi une homologation particulière pour le service qu'on opère. Mais il y a une slide dédiée juste après sur le sujet. Tout à fait. Du coup, je passe à la suite sur la sécurité et l'homologation pour Vitam dans l'ensemble et puis pour le service VAS. Du coup, je prends le relais, Julien, merci beaucoup. Sur cette partie, ce que je voulais vous présenter, c'était le fait que la sécurité a été prise en compte au sein de l'écosystème Vitam dès le début du projet, avec une analyse de risque qui a été réalisée en 2016 et qui a été enrichie de manière agile dans les versions V1 et V2 du logiciel Vitam, que nous effectuons des analyses de code dans la plateforme d'intégration continue avec un outil qui est cité sur cette diapositive que nous utilisons, qui est l'outil Checkmarks, et que nous avons également des audits de sécurité par release, par sortie de version, et des audits approfondis de versions majeures, donc qu'on sort une fois par an, qui nous permettent donc d'être au fait des différentes actions de sécurité qu'on devrait pouvoir réaliser ou faire pour pouvoir pour rester conforme et aux normes vis-à-vis de la sécurité. Donc, de notre démarche d'homologation, je ne vais pas trop m'attarder dans la description de comment l'homologation pour le logiciel Vitam est réalisée, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le service Vitam Accessible en Service, notre stratégie d'homologation est une homologation qui est portée par le ministère de la Culture, qui est validée donc par le secrétaire général du ministère de la Culture, et que c'est une homologation qui est prononcée pour le service sur la base d'un dossier d'homologation devant la commission, et que les utilisateurs n'ont donc pas besoin de refaire d'homologation au sein de leurs organisations pour utiliser le service FAS. Et pour finir, rien de tel qu'une liste de dates, donc la liste des commissions d'homologation, donc le début des homologations, des différentes versions de Vitam et de VAS. Et donc pour vous dire, la dernière version sur laquelle les utilisateurs VAS sont actuellement a eu une homologation le 18 juin 2024, donc c'est la version 7.1. Et nous allons passer à la suite, qui est donc la présentation de l'usage du service en production pour vous donner une idée donc, de comment les utilisateurs qui sont en prod dans VAS utilisent le service avec comme indicateur le nombre d'archives versées, donc en milliers sur cette diapositive, le nombre de versements qu'ils ont réalisés et le poids binaire total en gigaoctets présent actuellement sur la plateforme. Donc sur cette diapositive, vous avez vraiment la somme de l'instance mutualisée Vitam Accessible en Service
qui permet d'avoir une vision sur ce qui s'est produit depuis l'ouverture du service en septembre 2021 et jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'on peut dire sur ces courbes, c'est que les courbes sont forcément toujours en progression puisque les archivistes versent de plus en plus d'archives dans la production et qu'avec l'arrivée des utilisateurs au fur et à mesure, eh bien, c'est forcément avec les rentrées en prod, ces chiffres augmentent. À savoir que pour l'instant, ces graphiques ne représentent que les versements qui ont été réalisés manuellement, puisque pour l'instant, nous n'avons pas de flux ouvert en production encore sur Vitam Accelerant Service. Donc, ce sont vraiment des paquets d'archives qui ont été préparés par les archivistes et déposés via le front office Vitam UI. Sur la diapositive suivante, donc c'est aussi un usage du service en production, mais pour vous donner une vision sur la répartition par utilisateur de l'usage, c'est-à-dire les utilisateurs n'ont pas du tout les mêmes besoins d'utilisation du service VAS. Donc, dans un cas, ils vont avoir besoin d'archiver rapidement un grand volume d'archives, mais qui ne pèsent pas forcément très lourd. Et dans d'autres cas, ils auront besoin d'archiver des choses assez volumineuses. Donc, vous avez par la répartition de couleurs la vision sur un utilisateur qui est l'utilisateur 1, plutôt jaune-orange, qui va verser un poids binaire assez élevé, mais finalement en peu de versements et peu d'objets en milliers. Et puis un autre utilisateur, le violet, l'utilisateur 3, qui aura archivé un très très grand volume un poids binaire très élevé d'archives, mais un nombre d'objets en milliers qui n'est finalement pas plus élevé qu'un autre utilisateur, mais qui aura quand même fait beaucoup de versements. Donc voilà, c'est pour vous donner vraiment une indication et pour montrer la diversité des versements et d'usages. Et vraiment pour info, en termes de records que nous avons actuellement sur Vitam Accelerant Service, un utilisateur qui a versé un paquet d'archives, un SIP d'une taille qui faisait presque 200 gigaoctets. Et pour vous donner une idée de ce que cela représente donc en termes de traitement, nous avions donc pour ces 200 gigas 26 000 objets qui ont mis 5h15 à être téléchargés pour pouvoir être traités dans le système ensuite, et le téléchargement a pris donc 5h15 et le traitement, les contrôles dans Vitam ont pris 1h15. Donc voilà, encore pour vous donner une idée de comment cela se passe. Donc la coopération du service VAS, donc sur la suite, du coup on change de thème. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vois qu'Alice elle répond à des questions sur le chat, donc n'hésitez pas à continuer à les lui poser. Donc sur la coopération dans le service VAS, on va encore une fois partir d'un point un peu plus large. Donc pour les origines et les caractéristiques, même si le service est ouvert depuis septembre 2021, il faut quand même se rappeler que c'est un service qui est né d'un besoin autour d'une solution d'archivage intermédiaire, d'archivage électronique intermédiaire qui est née dans certains ministères, qui allaient verser aux archives nationales, mais qui n'avaient pas de solution pour gérer leurs archives intermédiaires. Et du coup, ils se sont réunis pour... d'abord, ils ont constaté qu'il fallait mettre en place un SAU pour l'intermédiaire et que finalement, c'était assez complexe, que ça pouvait être très chronophage et mobiliser du temps à la fois pour les archivistes, pour les services métiers qui allaient bénéficier de ce système d'information, et puis pour les coûts qui pouvaient être très élevés puisque un projet individuel ne semblait pas pouvoir être possible dans chaque organisation. Donc ils ont fait la même chose que ce qui a été fait pour le programme Vitam. Ils se sont réunis pour partager ces constats et ont décidé de suivre la philosophie Vitam et de mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour pouvoir s'engager dans une réflexion autour de quelque chose de commun, d'un programme commun autour de l'archivage électronique pour les archives intermédiaires, en gardant à l'esprit l'idée que ça devait être réutilisable par d'autres utilisateurs que eux-mêmes, donc pas que des ministères, pas que des administrations centrales. Et donc, c'est vraiment le parallèle du programme Vitam, si on peut le dire. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont pu bénéficier, en s'insérant dans ce cadre, de l'expérience et de l'expertise Vitam, donc de proposer finalement ce que l'on connaît aujourd'hui, un Vitam en mode SaaS avec le logiciel Vitam et le front office Vitam UI que l'on connaît, d'axer les travaux sur l'expérience utilisateur, avec l'utilisateur au centre des conceptions et des besoins, et toujours cette idée d'offrir une accessibilité au plus grand nombre d'utilisateurs. Donc cela se traduit aujourd'hui par une gouvernance qui est mutualisée au sein du
donc avec une coordination stratégique et parrainage au niveau du service interministériel des archives de France, le SIAF, et la direction interministérielle du numérique, donc la DINUM. La gestion du marché est située au niveau du ministère de la Culture et le pilotage stratégique du service VAS est collégial. Donc ce que cela veut dire, c'est que nous avons donc des utilisateurs qui font partie de notre communauté d'utilisateurs VAS et que ces utilisateurs participent à nos comités de pilotage, comités directeurs notamment. Donc sur les ministères qui sont devenus les porteurs du service VAS, nous avons les 3 ministères fondateurs qui sont la transition écologique, la culture et les affaires sociales, qui ont été rejoints donc par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que le ministère de la Justice. Et nous avons une communauté d'utilisateurs que nous appelons les utilisateurs partenaires du service VAS, qui sont donc des collectivités territoriales, des opérateurs, avec donc des représentants de ces utilisateurs partenaires qui participent également au comité directeur et comité de pilotage. Et donc, vous avez sur cette diapo les logos de toutes les organisations qui sont nos partenaires. Je rentrerai dans le détail ultérieurement, donc je ne vais pas vous les lister. Mais voilà comment se passe notre gouvernance mutualisée avec toutes ces organisations. Sur le partenariat autour du service VAS, excusez-moi, donc Vita Maximilien Service, c'est un service de tiers hébergement pour des archives courantes ou intermédiaires ou définitives, qui est finalement un service numérique d'usage partagé. Donc je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est comme forme juridique. Donc vous pouvez consulter la description de ce que c'est dans le décret qui est mentionné sur cette diapositive. Donc c'est un service qui est opéré par le service du numérique du ministère de la Culture au sein du programme Vitam pour des organisations de services publics tels que donc, les ministères, comme vous avez vu dans la diversité des utilisateurs, hein, les ministères, les opérateurs, les établissements publics, les collectivités territoriales. Chaque organisation donc, qui souscrit au service VAS passe par une convention de coopération public-public qu'on appelle également une convention entre pouvoirs adjudicateurs. Et l'organisation doit également prendre connaissance des conditions générales d'utilisation du service pour pouvoir l'utiliser, puisque, comme je vous l'ai dit juste il y a quelques minutes, étant un tiers hébergement pour des archives, il y a toute une partie de responsabilité et d'utilisation qui est vraiment à la charge de l'organisation qui utilise le service, puisqu'elle a la capacité d'aménager son environnement, son espace d'une certaine façon, de l'utiliser d'une certaine façon, ou dans les CGU, on va lui donner des conseils, des préconisations ou des rappels sur ce qu'elle doit faire dans son environnement, dans son organisation sur VAS. Donc vous avez également sur cette diapo donc, un extrait de la convention, donc la convention de coopération publique-public que signent toutes les organisations qui souhaitent devenir des partenaires de service VAS, qui porte vraiment sur la partie de présentation des engagements qui représentent la coopération au sein du service. Donc les parties, l'équipe VAS, les autres utilisateurs, l'organisation qui arrive ont des engagements et des obligations mutuelles d'entraide et de travailler pour l'amélioration du service VAS, de contribuer à l'amélioration de la gestion des archives publiques. Donc on tient compte de chaque spécificité de chaque partie. On propose des espaces d'échange, de négociation, de partage à chaque organisation pour trouver un équilibre entre tous les signataires du service et l'équipe VAS. Donc, je ne vais pas vous lire l'extrait davantage, mais c'est vraiment cette coopération qui se traduit au travers de différentes activités des utilisateurs, que je vais vous présenter tout de suite sur la diapo suivante. Donc très schématiquement, hein, puisque là c'est vraiment une présentation de réunions finalement auxquelles les utilisateurs participent, mais ça permet de donner un cadre sur la façon qu'on a travaillé ensemble aussi. Donc on a à la fois une comitologie qui est dédiée aux partenaires du service VAS, donc on propose une réunion de lancement pour partager nos informations, nos connaissances sur le projet d'usage, se rappeler les fonctionnements des différents processus qui seront présentés aussi tout à l'heure. Puis on se met d'accord aussi sur des réunions bilatérales, qui sont des réunions dédiées à l'organisation qui a souscrit, surtout pendant sa phase projet, pour qu'elle puisse échanger avec l'équipe VAS, avec moi ou avec l'aide aussi de Isabelle et Julien, sur des questions qu'ils peuvent se poser pendant leur déploiement, pendant qu'ils sont en train de préparer leurs différentes données pour entrer en production. On a également un bilan de la coopération, qui est donc un rapport d'usage annuel du service qui est présent et qui est réalisé
chaque année par les utilisateurs partenaires, une assemblée des partenaires. Donc cette assemblée, elle a lieu une fois par an à la fin de l'année. Elle sert à désigner les 2 représentants des partenaires du service FAS pour l'année suivante, notamment pour les CODIR et les COPIL. Et évidemment, les assemblées préparatoires des comités directeurs pour pouvoir mais porter à l'intention du CODIR tous les sujets qui concernent les partenaires et que les 2 représentants vont devoir ensuite porter devant tout le comité directeur. En ce qui concerne la comitologie qui est dédiée à l'ensemble des utilisateurs du service FAS, qu'ils soient partenaires ou porteurs, nous avons les ateliers de priorisation, les multilatérales fonctionnelles et métiers, les multilatérales techniques et applicatives et des phases de recettes et de tests de montée de version qui sont réalisés donc aujourd'hui pour le moment une fois par an. Donc sur la suite de la présentation, nous allons passer aussi brièvement par les caractéristiques financières du service FAS. Donc c'est un service qui a un modèle économique qui est aujourd'hui fixe. Le coût du service FAS ne dépasse pas les dépenses qui sont nécessaires pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, traduction, le ministère de la Culture ne fait pas de bénéfices sur le fonctionnement du service FAS. Les utilisateurs payent tous une part de fonctionnement du service en fonction donc d'une répartition que je vais vous décrire. Donc nous avons une part forfaitaire qui est une part qui est basée sur le nombre d'archives en gestion qu'une organisation utilisatrice va avoir dans VAS, et une part variable qui est basée sur le volume, donc le poids binaire en gigas ou en téraoctets des archives que l'organisation en question a en gestion. Donc, sachant que le coût de la part variable est compté pour les 2 sites sur lesquels les archives sont conservées, donc les 2 sites que Julien vous a présentés tout à l'heure, hein, les 2 sites Nubo. Et ce financement sert à payer les audits et la sécurité de la plateforme, les développements des nouvelles fonctionnalités ou les corrections de certaines choses, les licences logicielles qui sont nécessaires au fonctionnement du service, les matériels et les infrastructures, la production et la mise en exploitation du service et une part RH également dans le modèle économique pour VAS. Donc pour chaque utilisateur, nous avons donc cette part forfaitaire et part variable, et le budget de l'année sera validé en année N-1. Donc pour vous donner concrètement un exemple, on a eu un comité directeur il y a 2 mois, et bien ce comité directeur a eu comme un des sujets principaux la présentation et la validation du budget de l'année 2025, avec la répartition du coût des financements, des coûts entre tous les utilisateurs. Et vous avez également un exemple de prix à date. Je dis bien à date parce que les estimations financières VAS vont varier en fonction des périodes et en fonction du nombre d'utilisateurs qui ont souscrit au service, puisque plus les utilisateurs rentrent, plus cela fait baisser les parts de participation de tous les utilisateurs qui sont présents et donc de l'entrant également. Mais donc pour vous donner quand même une idée avec une échelle anonymisée, nous avons donc dans ce tableau qui est en bas à droite de la diapositive, un usage minimal qui est identifié, qui est un coût donc d'utilisation du service FAS annuel minimum. Donc nous avons pour 10 000 € la possibilité pour une organisation de verser 20 à 22 000 unités archivistiques pour moins de 1 téraoctet. Et nous avons donc également un usage optimal, la dernière ligne du tableau, qui est un usage au-delà duquel une organisation ne va pas payer plus cher que le prix qui est indiqué dans ce tableau. Donc c'est un usage qui dépasse le million d'archives en gestion. Et pour 1 million d'archives en gestion ou plus, une organisation va payer aujourd'hui 212 000 € par an. À savoir que donc 1 téraoctet stocké sur les 2 sites de stockage, ça représente un coût de 460 € par an. Et donc là-dessus, vous avez entre ces 2 extrêmes les estimations réelles qui ont été faites pour 2 collectivités et un établissement public. Donc la première collectivité qui avait un besoin d'estimation pour 200 000 archives en gestion annuellement, cela représentait 48 000 € et 835. Et l'autre collectivité, c'était pour 215 500 archives en gestion, donc ça représentait 52 000 € par an. Et l'établissement public, il s'agissait de 611 000 archives en gestion pour 183 000 € par an. Donc voilà un aperçu des échelles. Encore une fois,
une estimation financière, un devis VAS, ils sont valables à un moment donné, pendant que voilà, il y a un certain nombre d'utilisateurs dans le service. Et souvent, quand des organisations se rapprochent du service VAS pour le choisir pendant des études, eh bien, on refait des estimations financières au moment où une décision est prise, car les prix forcément ont changé puisque d'autres organisations nous rejoignent au fil de l'année. Et nous avons fini pour cette partie-là. Je vous propose de passer donc à la partie qui concerne vraiment les utilisateurs VAS, les partenaires et les porteurs du service. Donc il y a une diapositive sur laquelle on souhaite vous présenter en fait nos utilisateurs par situation de travail et où ils se situent dans leur projet d'usage. Donc nous avons actuellement des organisations qui sont en production. D'ailleurs, une qui est rentrée en production la semaine dernière, que l'on félicite, c'est le conseil départemental du Gard. Et donc nous avons en prod aujourd'hui la culture, la justice, la transition écologique, les affaires sociales et l'agriculture, mais aussi la Société des grands projets, l'Université de Bordeaux, l'agglomération Paris-Vallée de la Marne et donc le conseil départemental du Gard. Nous avons également des organisations qui sont en train de travailler à leur entrée en production, mais qui sont plutôt sur l'environnement de recettes. Nous n'avons personne en pré-prod actuellement en termes de préparation. Vraiment sur la recette, nous avons le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui est entré en début d'année 2024, qui travaille à la préparation de son environnement pour pouvoir verser des archives dans les 2 mois à venir. Et puis le musée du Quai Branly également, qui travaille à la préparation vraiment de ces données de base, de ces référentiels pour pouvoir aménager sa production et pouvoir archiver ces données, ainsi que la médiathèque du patrimoine et de la photographie qui travaille sur l'environnement de recettes pour son projet d'usage. Nous avons également des organisations qui sont en train de préparer leur projet d'usage, mais pas sur les environnements vastes parce que ils n'ont pas encore finalisé leur raccordement au RIE, soit parce qu'ils viennent, les organisations viennent d'entrer, soit parce qu'il y a eu X quelconque difficulté sur la préparation de ce raccordement. Mais donc le conseil départemental du Tarn-et-Garonne, le conseil départemental de l'Hérault sont en train de travailler à la finalisation de leur raccordement RIE et la préparation de leur projet d'usage, cette fois-ci sur un autre environnement qui est l'environnement partenaire du club utilisateur Vitam, ainsi que les archives de Paris et le conseil départemental de la Gironde. Donc pour ces 2 organisations, ce sont des entrées récentes et les raccordements au RIE sont soit en cours de finalisation, soit ont carrément été finalisés pour la Gironde. C'est pour ça que je les ai mis à cheval entre les raccordements au RIE et recettes, puisque on va pouvoir leur créer leur organisation d'envas, recettes, pré-prod et prod dès cette semaine pour pouvoir leur donner accès à cet environnement pour leur préparation fonctionnelle sur les environnements VAS. Donc nous avons également des expérimentations qui sont en cours, donc des POC, des Proof of Concept, avec le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'Intérieur dans la zone de défense sud-ouest, qui expérimente l'archivage d'une GED et d'une GEC sur Vitam Acceplant Service, et la direction générale de la gendarmerie nationale, qui également fait une expérimentation et prépare son entrée dans le service FAS aussi. Donc vous allez sur cette diapo aussi la vision sur la diversité des organisations qui ont rejoint Vitam Acceplant Service, le service FAS depuis son ouverture. Donc au-delà des administrations centrales, des ministères, nous avons donc des collectivités territoriales, des communautés d'agglomération, des établissements publics, que ce soit universités ou musées ou sociétés des grands projets, et également un service à compétences nationales, donc la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et donc voilà pour cette diapositive. On va passer à la diapositive suivante, qui est donc le quotidien des utilisateurs, enfin d'un utilisateur VAS. Et pour la présentation de ce quotidien, de cette vie quotidienne dans VAS, je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle vous en parle. Merci Isabelle. Merci Paulina. Donc, dès la signature de la convention, l'organisation devient directement utilisatrice de Vitam Accessible en service et va bénéficier d'un accompagnement de l'équipe VAS et potentiellement des autres organisations utilisatrices, puisque c'est une communauté. Alors, d'une part, pour le déploiement de son projet d'usage et puis par la suite pour l'utilisation du service au quotidien. La réunion de lancement est la première réunion et qui est organisée qu'une seule fois, entre l'équipe VAS et les interlocuteurs archivistes et techniques
de l'organisation nouvellement adhérente. Cette réunion permet de réunir l'ensemble des intervenants des deux équipes qui vont travailler ensemble et puis de faire le point sur les principaux jalons de la construction du projet d'usage. Par la suite, en fonction des besoins, nous pouvons organiser des réunions bilatérales, comme on a parlé, Paulina, afin d'accompagner les réflexions des archivistes, notamment sur la mise en place des référentiels métiers, qui est toujours au départ un peu plus compliqué, ou pour répondre à des problématiques techniques comme celles liées au raccordement du RIE ou d'autres qui peuvent survenir. L'organisation va également bénéficier d'un espace collaboratif dédié où elle peut poser des questions aux autres organisations et où elle a accès à la documentation VAS et aux documents de retour d'expérience qui sont régulièrement déposés par les utilisateurs VAS, notamment sur les différentes procédures qui sont mises en place dans chaque service d'archives de toutes les organisations utilisatrices de VAS. Au quotidien, un accès au support utilisateur est disponible, donc c'est un outil dédié pour remonter les anomalies ou incidents rencontrés, et une réunion a lieu toutes les 3 semaines pour faire le point sur les problématiques remontées et sur leur résolution. Sinon, pour le quotidien des utilisateurs VAS, tous les 2 mois, nous consacrons une journée entière pour réunir les utilisateurs VAS, alors si possible en présentiel, mais comme on a beaucoup d'utilisateurs qui sont partout en France, il y a toujours des utilisateurs aussi à distance. Le matin a lieu la multilatérale archiviste qui permet de présenter les dernières évolutions développées et de faire la démonstration des fonctionnalités qui seront disponibles lors de la prochaine montée de version. Ça permet aussi de pouvoir, sur certains sujets, recueillir des besoins pour peaufiner les futures fonctionnalités à mettre en place. Et puis, l'après-midi, donc à la suite de la multilatérale, nous organisons généralement un atelier fonctionnel sur un projet précis. Par exemple, le dernier était consacré à la gestion des éliminations dans VAS. Mais ça peut être aussi l'occasion pour nous d'animer la communauté VAS autour de retours d'expérience, aussi sur un sujet précis, pour que chaque organisation puisse bénéficier des pratiques ou réflexions en cours dans chaque service d'archives. Enfin, une fois par an, nous organisons un MOSCO, qui est un exercice de priorisation collective autour des besoins métiers qui sont remontés toute l'année. L'idée, c'est d'avoir une petite feuille de route pour les nouvelles évolutions à prendre en compte dans l'année à venir et dans les développements donc de Vitam et Vitam UI. Voilà pour les réunions au quotidien. Sinon, on voulait vous signaler que les organisations utilisatrices de VAS ont 2 profils métiers qui doivent être mobilisés et qui doivent être référentes dans le projet d'usage VAS. Donc, les archivistes pour la préparation fonctionnelle, la gestion des archives, les nouveaux projets de versement. Et puis, les chefs de projet numérique, notamment pour le démarrage et le raccordement au RIE, la mise en place du SSE et projet par projet, l'ouverture des flux. Merci beaucoup Isabelle pour la présentation du quotidien d'un utilisateur VAS, et je vous propose de passer à la suite, qui est donc le point sur les usages du service VAS par nos utilisateurs. Et Isabelle, je te laisse encore la parole. Donc actuellement, le service VAS bénéficie de la version 7.1 de Vitam UI, qui est la dernière release majeure qui a été qui est montée de version donc sur les environnements VAS. Et donc, chacun peut bénéficier des fonctionnalités de cette version. Les utilisateurs disposent d'un coffre qui leur est dédié. Chaque organisation peut personnaliser par ses couleurs, son logo, ses messages d'accueil, son espace.
Et dès l'ouverture donc de chaque environnement, qui est d'abord un environnement de recettes où il peut faire ses premiers tests, tester ses imports de référentiels, et puis après, petit à petit, il peut continuer sur l'environnement de pré-prod et production pour y verser leurs archives. Donc là, vous avez quelques captures d'écran qui vous démontrent que les couleurs peuvent être différentes en fonction de chaque organisation. Et je Donc, te laisse aussi. exemples, quelques exemples de cas d'usage du service VAS. Le dépôt des archives, qui peut être réalisé d'une part avec des versements manuels, donc issus de SI ou issus de collecte bureautique, et qui vont être transformés en SIP qui peuvent être constitués soit via Recip ou Octave, et qui seront versés directement dans VAS. Ils peuvent aussi bénéficier d'une app, d'un service intégré à Vitamui qui est collecte et préparation des versements pour préparer leurs versements issus de collecte bureautique et les verser directement sans être passé par un outil annexe comme de type Recip. Et puis, il peut aussi faire des versements automatisés en mode flux, soit via le module de collecte, soit via la construction, enfin l'utilisation des API de versement qui nécessitent que les données soient déjà au format CEDA, donc le travail de construction des SIP soit fait en amont. Alors que le module de collecte permet en fait de récupérer des archives bien sûr bien structurées et réfléchies techniquement et archivistiquement, et puis qui vont être finalement où chaque versement va être préparé par Vitam, par le logiciel Vitam. Quelques cas d'usage sont pour illustrer les besoins de nos utilisateurs. Donc, ça peut être un archivage intermédiaire et ou définitif, et puis quelques types d'archives, donc les grands livres comptables, les dossiers RH, la finance, les copies d'examen, les dossiers des cabinets ministériels, le rapport d'inspection générale, les messageries, les marchés publics, et puis bien d'autres, des photos, la numérisation, etc. Tout à fait, merci beaucoup Isabelle pour la présentation des cas d'usage. Je vous propose de passer à la suite, qui est donc le dernier volet, dernier sujet à présenter pour cette présentation, pour cette session. Donc les procédures de Vitamaximum Service, procédure du point de vue de les process. Comment ça se passe quand on entre dans le service et la question que beaucoup d'organisations nous posent maintenant, c'est combien de temps cela prend, quel est le niveau de mobilisation, dans quel ordre cela se passe. Donc dans un premier temps, je vous propose de faire le point sur le déploiement d'un projet d'usage VAS. Donc on peut séquencer le déploiement vraiment en 3 phases. Une première phase de prise de contact. Souvent, c'est un moment où le service VAS n'a pas encore été retenu par l'organisation qui va l'utiliser parce que cette organisation est en cours d'étude pour le choix d'un système d'archivage électronique. Donc, c'est une phase de cadrage pour l'organisation, de parangonnage, de comparaison des différents SAE. Et puis ensuite va venir donc un choix qui va se faire. Souvent, il y a la validation du budget, évidemment, qui est associée à ce moment, et la validation, le choix du SAE qui va être retenu. Dans le cas où c'est Vitamaximum Service, pour donner une échelle, cela a pu prendre de 4 mois à 2 ans pour des organisations qui sont rentrées dans le service, voilà, en fonction de leurs besoins, de leurs priorités et de l'équipe qui a été mobilisée pour travailler sur le sujet et de leur disponibilité. Ensuite, il y a toute la phase de entrée dans le service VAS. Donc, cette entrée dans le service VAS, elle va se traduire par plusieurs étapes. Tout d'abord, et souvent au fil des autres étapes, en parallèle, on va voir la lecture, l'étude, la validation en interne auprès des services juridiques et la signature de la convention VAS qui va permettre donc de passer cette étape d'entrée dans le service et donc d'entrer dans la communauté des utilisateurs VAS et pouvoir refaire toutes les activités qu'on vous a présentées précédemment.
Donc pendant que cette relecture a lieu, il y a aussi donc l'entrée dans le club utilisateur Vitam avec les bénéfices que cela représente pour une organisation, bien sûr, donc la communauté en ligne avec les échanges et les ateliers qui sont proposés pour se former, s'informer et rester informé. Et l'utilisation de l'environnement partenaire, qui est un environnement donc dans la même version front office et back office que service VAS, mais sur internet, donc pas sur le RIE. Ça peut être une étape importante pour les organisations qui sont donc en raccordement RIE pour pouvoir paralléliser les activités des chefs de projet archivistes d'une part, qui travaillent sur le déploiement de VAS dans leur organisation, et les chefs de projet numériques d'autre part, qui travaillent sur le raccordement RIE. Comme cela, la préparation fonctionnelle et technique par l'utilisateur VAS se fait sur la période où la convention en finalisation de signature, et donc ça peut prendre de 2 mois à 2 ans, encore une fois en fonction des organisations. Et la dernière phase, c'est la phase de utilisation du service VAS. Donc sur les environnements qu'on vous a cités, vous avez donc toute la préparation fonctionnelle qui doit être réalisée. Et puis, bien sûr, l'utilisateur va se connecter à Vitam UI sur l'environnement de recettes et puis tester ses versements de données de base, de référentiels et puis d'archives. Et donc, le versement des archives, c'est sur tous les environnements, la recette, la pré-prod et la prod, jusqu'au jour où en production, l'organisation, l'utilisateur va verser son premier paquet d'archives en prod. Et donc cette phase d'utilisation du service VAS, en fonction des utilisateurs, peut prendre encore une fois de 2 mois à 1 an pour pouvoir verser son premier paquet d'archives en production. Donc c'était pour vous donner des échelles de temps aussi qui ont pu être consacrées sur la base des expériences des utilisateurs qui sont dans VAS, puisqu'ils sont assez nombreux aujourd'hui pour pouvoir faire cette évaluation et la partager avec vous. Et sur la suite, du coup, une sorte de chronologie des rencontres des utilisateurs VAS également, pour vous donner encore une vision sur les activités et la mobilisation des utilisateurs par rapport à ce qui vous a été présenté précédemment sur l'année 2024, comment cela s'est concrétisé en termes de réunions. Donc, vous avez sur cette frise chronologique la vision sur le fait qu'au mois de février, il y a eu une multilatérale et un atelier pour les archivistes, qu'au mois de mars, ensuite, il y a eu un comité de direction avec ensuite l'atelier de priorisation, donc le MOSCO, qui vous a été cité plus haut. Puis en avril, on a fait un comité de pilotage. En mai, nous nous sommes réunis pour une nouvelle multilatérale, un nouvel atelier archiviste. Et puis en juin, nous avons démarré notre campagne de migration avec donc une validation, un échange avec les utilisateurs pour pouvoir faire cette campagne de changement de version de VAS. En juillet, c'était un mois qui était consacré à cette campagne de migration avec un comité de pilotage VAS qui a été aussi dédié, entre autres, à un point sur cette campagne de migration. En août, nous l'avons terminé et VAS est passé en version 7.1. Et puis en septembre, on a fait le comité directeur que je vous ai évoqué pour la présentation du budget 2025, entre autres, et également une multilatérale et un atelier archiviste. Et en novembre, nous avons donc eu une multilatérale atelier archiviste et un comité de pilotage. Et au mois de décembre, tel que défini dans la convention VAS, est déjà programmée l'assemblée des utilisateurs partenaires du service pour l'élection, la désignation de leurs 2 représentants pour l'année 2025. Et nous avons terminé la présentation. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions qui ont déjà été posées sur le chat. Je ne les ai pas toutes lues. Je ne sais pas comment tu veux qu'on procède, Alice, pour les questions-réponses pour la suite. Alors, j'allais répondre à la dernière question. Est-ce que tu veux bien remettre la slide sur les procédures, Paulina? Tu sais, entre choix d'un SAE, enfin les... Exactement. Donc Claire B posait la question de choix d'un SAE. C'est parce qu'on peut avoir des prises de contact, une demande de cadrage, et pour vous, enfin pour les organisations qui nous contactent, c'est bien l'idée que
c'est vraiment vu d'un point de vue organisation, c'est-à-dire que c'est une phase où vous êtes en recherche en benchmark, comme on dit, en parangonnage d'une solution de SAE, en phase de cadrage du projet, de validation du budget et de choix d'un SAE. C'est vraiment vu d'un point de vue de l'organisation, parce que souvent on nous demande mais combien de temps ça va nous prendre ou comment on procède. Donc on a essayé de se mettre dans la peau de l'organisation. Alors on ne l'a peut-être pas assez dit en présentant la diapo qui est toute nouvelle et qu'on va essayer d'améliorer. Justement grâce à ce retour en particulier, c'est vraiment l'organisation est dans une phase, dans la partie prise de contact, où elle va valider le SAE et on a évidemment des contacts avec des organisations pour lesquelles on peut nous demander un devis ou faire une présentation plus ou moins poussée et puis que le choix se porte sur autre chose que sur VAS, ce qui est tout à fait logique. C'est pour ça qu'on... Voilà. Donc oui, c'est plutôt du point de vue, en effet, de l'organisation, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment, voilà, on va essayer de le faire en forme de frise temporelle parce que souvent on nous demande combien de temps ça prend. Donc merci pour votre tour, Claire B. On avait une question sur le coffre Vitam qui en effet une petite confusion avec coffre-fort électronique. Natacha, j'espère que ça a répondu à votre question. J'ai essayé d'être la plus simple, mais en même temps de compléter avec Wikipédia, ce qui a, j'ai l'impression, plutôt entraîné un flou. Oui, Isabelle, c'est ma spécialité. Le tenant, pour nous, c'est clair, mais il faut qu'on arrive à le dire clairement. Donc, c'est vraiment un principe architectural, mais qu'on a rappelé en mot coffre, ce qui, en effet, n'est pas très judicieux de notre part. Voilà, sur les flux. Alors, on avait une question sur le coût pour les flux. Donc, j'avais bien indiqué qu'il n'y en avait pas. Est-ce que Julien et Paulina, vous pouvez peut-être reparler de la notion de flux? Nous, il n'y a pas de coût parce qu'on estime qu'il y a déjà un coût de la part de l'organisation important parfois et que ce qu'on fait, c'est qu'on guide, mais on ne fera pas à la place de l'organisation. En gros, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coût associé pour nous. Mais peut-être redire qui fait quoi, et même si j'ai bien aussi renvoyé à la séance de la semaine prochaine, je crois, sur la collecte en mode flux. Oui, tout à fait. Merci, merci Alice pour les réponses en direct sur la conversation. Sur les projets de flux, Julien, je vais démarrer un peu le rappel et puis je te laisse compléter, et Isabelle aussi, puisqu'en fait, on a pas mal parlé de ce sujet avec les utilisateurs VAS dernièrement, puisqu'on a plusieurs projets de flux en cours de préparation côté utilisateur. Donc, les projets de archivage automatisé, ils vont concerner des organisations qui ont des systèmes d'information qui sont déployés et qu'ils souhaitent en fait connecter, relier à Vitam Accessible en Service, qui les utilisent déjà, pour pouvoir archiver les données de ces systèmes d'information. On en a des variés, on a des gestions électroniques de courrier, des gestions électroniques de documents, des parapheurs électroniques, des systèmes d'information métiers spécifiques qui sont édités par des entreprises, par des éditeurs de logiciels en France ou qui sont faits maison, qui ont été fabriqués entièrement par les organisations utilisatrices du service FAS. Et donc, chaque organisation, dans son projet de archivage automatisé, va venir nous rencontrer pour nous parler en fait de ce projet d'archivage en flux, parce que ça va nécessiter des choix à faire du côté de l'organisation, soit sur la partie fonctionnelle, soit sur la partie technique. Sur les aspects fonctionnels, peut-être que je peux me remettre sur la diapo aussi où il y a les différents versements. Donc l'organisation, elle va identifier ce qui est le mieux pour elle, pour faire du flux, puisqu'on est plutôt sur une notion de, étant donné les coûts engendrés par l'ouverture de flux, que ce soit des coûts économiques, d'investissement en termes de temps et de supervision, ou de besoin de faire évoluer le flux en cas de mise à jour d'un logiciel, il faut que ça soit quelque chose qui soit utile pour le long terme. Par exemple, on a une organisation qui voulait archiver en mode automatisé un SI qui allait se faire décommissionner, puisqu'il y avait quand même pas mal de données à l'intérieur, mais finalement, c'était plus compliqué et plus coûteux en termes de aussi investissement de l'archiviste de préparer ce flux automatisé plutôt que de faire un export de données et un archivage directement dans VAS. Donc ça, c'est un exemple sur les choix et les décisions qui doivent être prises par l'organisation. Et puis il y a aussi l'aspect plus technique, comment est-ce qu'ils vont faire pour utiliser les différentes API de Vitam pour pouvoir les faire communiquer? Est-ce que l'organisation a la main sur ces appels API, ou est-ce qu'elle devra travailler avec un éditeur de logiciel pour les fournir des spécifications pour que ces appels API soient faits? Est-ce que ça va générer des coûts pour l'organisation?
Est-ce qu'ils vont passer par un versement via le module de collecte ou non? Voilà, toutes ces décisions et ces réflexions, on les accompagne aussi par rapport à ce que l'utilisateur nous demande, enfin, comment il s'interroge. Et une fois que une solution, une automatisation de flux a été identifiée, eh bien, il va y avoir des échanges sur différents aspects techniques, d'échange de certificats et d'ouverture de flux pour que l'automatisation soit possible. Je ne sais pas si Julien, tu peux compléter là-dessus, sans doute mieux que moi, ce que cela représente pour notamment les derniers flux qu'on a testés en ouverture. Oui, tout à fait. Donc comme tu le disais, il va y avoir un échange de certificats qui va être fait parce qu'on va authentifier l'application versante au sein de Vitam par un certificat. Et il y aura un contexte applicatif qui sera associé à cette application versante, ce qui nous permet derrière, côté Vitam, d'attribuer les permissions sur la sous-partie d'API qui sera nécessaire pour que l'application puisse fonctionner. Comme tu le disais, il y a un vrai accompagnement à l'usage qui sera fait des API de Vitam. Dans certains cas, les versements automatiques passeront par le module de collecte, et donc dans ce cas-là, on ouvre les API du module de collecte, ou alors si c'est les API de versement directement, on ouvre aussi les API qui vont bien via le contexte applicatif associé à l'application versante. Donc c'est un processus qui est déjà en place pour 2 partenaires, si je me souviens bien. Donc voilà, mais il faut qu'on échange en tout cas sur le besoin, et que techniquement on ait quelques échanges pour vous donner les clés pour pouvoir rentrer sur votre tenant. Merci Julien. Merci Julien et Paulina. Alors Natacha Mufkin vient de poser une question sur: cela fonctionne-t-il pour des archives scientifiques, dossiers d'essai en cadre primaire? Alors je demandais juste un peu de précision, savoir si la question portait sur le versement par le module de collecte, le versement par flux de manière générale. Mais enfin, En tous les cas, c'est n'hésite pas la Vas-y. liste de la diapositive affichée n'est pas complète, hein. C'était quelques exemples de notre De ce qu'on a connaissance. actuellement, Ouais, de ce qui oui, c'est une semble. question générale, donc oui, bien sûr, il n'y a pas de restriction sur la typologie d'archives. Alors, et je vois la question suivante, même question pour les archives du bâtiment type AutoCAD. Vitam, dans son choix, c'est à la main des utilisateurs de restreindre ou pas les formats. Il n'y a pas de limitation sur les formats qui est imposée. L'utilisateur peut accepter tous les formats identifiés, des formats non identifiés, se baser sur ce qu'on a nous actuellement, qui est le référentiel des pronoms des archives nationales britanniques, et sur lequel chaque utilisateur, même français, peut agir. C'est pas très clair. Isabelle, n'hésite pas. En gros, il n'y a pas de restriction, nous, sur les formats. Mais je te laisse le redire autrement. Oui. En fait, vous pouvez paramétrer ce qu'on appelle un contrat d'entrée, où là, vous allez décider par flux ou par typologie de ce que vous voulez verser, soit de restreindre sur certains formats parce que vous voulez faire un contrôle, soit d'autoriser tous les formats connus et identifiés, soit même, là c'est pour les collègues bureautiques, d'accepter même les formats non identifiés pour pas empêcher des versements, sachant que certains formats ne peuvent pas être connus du référentiel pronom à un instant T, mais le référentiel évolue tout le temps, et que ça ne veut pas dire que dans 2 ans, le document qui n'était pas tout de suite identifié le serait par traitement de réindexation et de réidentification des formats. Donc tout ça, ça sert, et puis à chaque versement, le logiciel Vitam, même si vous indiquez un format, réidentifie lui-même toutes les fichiers qui sont versés, et donnera son interprétation pour pouvoir ensuite intervenir à la préservation de ces formats. Je ne sais pas si j'étais plus claire, mais donc pas de limite, oui. Mais c'est à votre main. Vous pouvez créer vos limites. Merci Isabelle.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, toute l'équipe Vitam Accessible en service est là à votre disposition. Donc on a vu le sujet un petit peu de quels sont les utilisateurs, quels sont les usages, comment on rentre dans le service VAS et qu'est-ce que cette coopération implique. Des éléments sur le modèle financier, sur ce qu'est VAS en tant que tel dans sa constitution et logiciel et infrastructure, comment se passe l'exploitation, la notion de support. C'est pour vous remettre un peu en mémoire tout ce qui a pu être dit par les collègues, comme ça, si vous avez des questions qui restent. Paulina, est-ce qu'en même temps, on ne ferait pas un petit tour de Vitamu, enfin, de petite démo de à quoi ça ressemble? N'hésitez pas à nous mettre. Alors, sur l'homologation, pouvez-vous revenir sur l'homologation, sécurité et NFZ? Oui, alors. La norme 42013 qui définit donc ce qu'est un service d'archivage électronique définit la partie outils, donc logiciel, la partie, ce qui est nécessaire de prévoir en termes d'acteurs de ce système d'archivage électronique, de ce service d'archivage électronique, et la partie processus. VAS. Alors, pardon, je vais le faire dans l'ordre. Cette norme s'accompagne maintenant d'une certification qui s'appelle la NF 461, qui, donc, basée sur la norme, permet aux organisations qui en ont besoin ou qui le souhaitent de se faire certifier NF 461, et c'est ce qui remplace maintenant ce qui était appelé autrefois l'agrément SIAF et qui est nécessaire pour la conservation des archives publiques en mode tiers archivage. Nous, pour Vitam Accessible en service, on est bien sur une offre de tiers hébergement puisque les utilisateurs sont responsables de leurs archives et que l'équipe VAS ne fera aucune action métier sur les archives en tant que telles. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir cette certification basée donc sur la norme NF 42013. Néanmoins, évidemment que comme c'est un système d'information en production qui conserve des archives publiques, il est pour nous indispensable d'être homologué. Donc, on a cette commission d'homologation 2 fois par an sur les 2 versions produites par Vitam et utilisées par Vitam Accessible en service. Ces commissions d'homologation se prononcent en gros sur la bonne tenue, le bon maintien en conditions opérationnelles, la bonne cohérence avec les règles de sécurité de l'État de ce système d'information qui est proposé à des organisations publiques pour la conservation de leurs archives. Mais ce qui fait que nous serons fournis, c'est bien l'homologation d'un service en termes d'outillage en mode tiers hébergement. C'est pour ça qu'on n'a pas cette adéquation avec la partie tiers archivage, certification 461, norme 42013 en tant que telle. Il est évident néanmoins que quand on a construit le Vitam, la norme 42013 qui définit ce qu'est un système d'archivage électronique, en particulier dans la partie outils et donc logiciels, a été pour nous d'un grand recours et qu'on a même participé à sa révision et qu'on reste très vigilant dessus et qu'on est totalement conforme à la partie logicielle de la 42013. Mais sur la partie processus et acteurs, cela ne dépend pas de nous et comme nos utilisateurs sont entièrement responsables par exemple, de la politique de mot de passe de leur organisation et des actions qui vont être menées sur leurs archives, puisqu'on est, je le rappelle, que tiers hébergeur, nous n'entrons pas dans cette certification 461. Est-ce que c'est plus clair, Valérie? N'hésitez pas à me reposer des questions ou mes collègues pourront compléter ou le redire autrement. Je vois une autre question. Comment se passe-t-il pour une demande de consultation de documents? Le service versant est-il autorisé à accéder à Vitam? Alors, Isabelle et Paulina, peut-être je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Je peux lancer si besoin. Je connais peu. Sur le service versant? Ah non, c'est sur la norme. Non, RIE. Valérie. Ah non, alors moi je parlais de la demande au-dessus. Comment cela se passe-t-il pour une demande de consultation de documents? Le service versant est-il autorisé à accéder à Vitam? Moi, je suis désolée, j'étais en train de lire une autre question aussi sur le QR. Donc, du coup, j'avais pas tout de suite entendu, mais on peut répondre à celle-là d'abord. Oui, Isabelle, je te laisse démarrer. Là aussi, c'est dans votre main. Alors, pour l'instant, peu d'organisations ont commencé à ouvrir leur coffre, enfin le service VAS à leur service producteur, mais tous y pensent.
Pour l'instant, c'était tourné vers les utilisateurs archivistes, mais bien sûr, il est possible de restreindre des accès, de cibler des accès et donc d'avoir accès pour un service producteur qu'à ses archives. Et on est en train en plus de travailler sur des fonctionnalités qui permettent d'affiner les droits d'accès et les droits d'usage du service. Donc, c'est encore une fois à votre main. Merci. Est-ce que il faudra pas hésiter à nous indiquer, Natacha, si ça répondait à votre question. Je continue sur le RIE, Oui. Paulina, avant de passer à la QR, si tu veux. Avez-vous un retour d'expérience à partager sur d'éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les organisations sur leur demande de raccordement au RIE? Alors oui, on a des retours d'expérience sur des difficultés, et puis on a des retours d'expérience maintenant sur des choses qui se passent sans difficulté. Paulina, je te laisse. Oui, avec grand plaisir, parce que du coup, ça a aussi fait l'objet d'une session Vitam en ligne en 2023 par rapport à la présentation du RIE, qui était un sujet qui intéressait beaucoup d'organisations qui s'interrogeaient sur le choix de VAS. Donc, le réseau interministériel de l'État, il est géré, il est opéré par la direction interministérielle du numérique, mais c'est un service qui est ouvert exceptionnellement à des organisations qui souscrivent à certains services, comme l'offre de service VAS, et cela est possible via une convention de souscription au RIE. Donc tout le processus a été formalisé d'une part par la direction interministérielle du numérique, donc au travers du support contractuel qu'ils utilisent, qui est donc l'UGAP, qui a une entreprise qui ensuite gère le RIE pour la DINUM et pour l'État, qui est aujourd'hui l'entreprise Linked, qui va être en contact avec une organisation qui n'a pas du tout de réseau interministériel de l'État ou de RENATER, le réseau pour l'éducation, qui va du coup faire un projet de raccordement au RIE qui va démarrer par le renseignement d'une fiche technique qui va préciser les spécificités de l'architecture réseau de l'organisation qui souhaite souscrire, ses souhaits en termes de débit réseau et son organisation pour la mise en place du RIE et son maintien ensuite en condition lorsque l'organisation l'utilise. Donc ça, c'est la phase vraiment de préparation, d'ouverture de flux et d'accompagnement par Linked, la DINUM si nécessaire, parce que finalement, c'est pas elle qui intervient directement sur ces aspects-là. Et pareil pour l'équipe VAS, nous, on n'a pas de possibilité d'agir sur la façon dont le RIE va être installé chez vous. La plupart du temps, ça se formalise par du matériel qui va être installé sur vos serveurs par un technicien de Linked qui va se rendre chez l'organisation auprès de la DSI, du service numérique, et qui va se mettre d'accord avec l'organisation sur la façon dont cela va être utilisé. Et d'autre part, nous avons aussi une fiche de présentation additionnelle, comme une sorte de kit d'explication du tout le process du point de vue de l'utilisateur VAS, par quelle étape il doit passer pour avoir accès au RIE, que ça soit une organisation qui est déjà une porte d'entrée sur le RIE par un moyen ou un autre, ou une organisation qui n'a pas du tout de RIE. Et dans les difficultés rencontrées, la plupart du temps, ça repose vraiment sur les choix pare-feu, architecture réseau locale de l'organisation, qui peuvent générer du coup soit des besoins de modification, soit des adaptations pour pouvoir mettre en place le matériel de Linked pour pouvoir faire des portes d'entrée et de sortie sur le RIE. Merci Paulina. Tu veux prendre la partie questions-réponses ou parce que là on a une nouvelle question sur la partie chat. Alors sur le QR, du coup, je m'étais arrêtée juste sur Bernard Leliette qui avait posé une question sur le coût et il s'interrogeait sur la définition d'une archive et il s'interrogeait sur le fait que ce soit un fichier, un dossier ou autre chose. Donc c'est une question qui est très importante pour une organisation qui envisage d'utiliser VAS et qui va dépasser le coût annuel minimal de 10 000 €, qui va pouvoir avoir 20 à 22 000 unités archivistiques en gestion. Donc, une unité archivistique, cela peut être un fichier ou un dossier. Ça va être le plus petit objet que vous souhaitez rechercher quand vous allez utiliser le système d'information, quand vous utilisez Vitam MUI, quand vous allez vous rendre dedans et que vous allez vouloir faire une recherche et pouvoir naviguer ensuite dans ce que vous avez recherché. Donc, nous, on parle vraiment, voilà, on archive des unités archivistiques et les unités archivistiques sont comptabilisées, le fichier que vous avez versé, le dossier dans lequel le fichier se trouvait également. Je vous laisse compléter, enfin surtout Isabelle si tu le souhaites pour cette partie-là. Et je ne sais pas si je rebascule du coup sur la conversation pour le suivi des autres questions.
Après, je laisse Isabelle peut-être préciser ou le redire autrement, parce que c'est une question importante, en effet. Alors, je ne vous ai pas suivi parce que j'arrivais pas à trouver la question de départ. La question de départ, c'est concernant le coût. Comment définissez-vous une archive? C'est un fichier, un dossier autre. Et donc, Paulina expliquait que c'était tout, enfin, que c'était la tout, oui. totalité. C'est un dossier. Un dossier, ça va être, oui, un dossier, un répertoire ou une archive. On va appeler ça une unité archivistique, qu'elle soit associée à un fichier ou pas. Donc, le dossier est une unité archivistique et le fichier aussi, sachant qu'une unité archivistique peut avoir plusieurs fichiers associés, puisqu'on peut avoir différents usages. On peut avoir un fichier original formatif, par exemple, et puis vouloir également avoir dans la même unité archivistique un fichier dit de diffusion en JPEG. Et donc, ce qui va être comptabilisé, c'est bien l'unité archivistique. Merci. Hésitez. Bertrand, c'est passé. Bertrand, je crois, Bernard. Je veux juste préciser, pardon. Vas-y. Oui. C'est pour ça qu'il est quand même recommandé, et même dans la gestion au quotidien de toute façon, de ne pas avoir des arborescences trop développées pour pas augmenter les coûts notamment. Et puis parce qu'il y a d'autres moyens de se repérer dans un système d'archivage électronique que la simple arborescence parce que finalement, avec une bonne indexation, on recrée une arborescence comme on le veut. Merci, mais n'hésitez pas, Bernard, à préciser la question ou à le redire ou que quelqu'un d'autre pose la question parce qu'on sait que c'est une question à enjeu. Une autre question beaucoup plus avec des questions à rebond. Nous envisageons l'acquisition d'un logiciel de GED. Depuis une solution de GED, peut-on organiser l'archivage en mode flux par API? Oui, mais peut-être qu'au-delà du oui, il y a d'autres éléments à indiquer. Non, Paulina, Isabelle, ou Julien même, à partir d'une GED, peut-on organiser l'archivage en mode flux? Oui, sans problème. Oui. Oui, mais ça ne se fait pas tout seul. C'est un projet en soi. Et il faut en effet déjà savoir travailler avec archivistes et techniques, et donc les chefs de projet qui vont suivre le projet VAS du SAE, et puis ceux qui travaillent au quotidien sur la GED pour savoir quelles métadonnées et quelles données exporter en mode flux. J'enchaîne sur la question d'après, sur la DUC ou le DEA. Là, c'est vous qui le déterminez. Savoir si vous en avez l'utilité par la suite dans votre SAE. Je dis surtout pour la DUC parce que je vois moins, je sais qu'il y a beaucoup de pratiques de DUA, beaucoup moins de DUC dans nos utilisateurs. Juste pour précision, lors de la construction donc, du mode flux, vous pouvez choisir que la GED définisse une DUA par unité archivistique avec sa propre date de début et sa propre règle de gestion, ou pouvoir en fait positionner des règles finalement dans l'arborescence niveau assez haut pour que ces règles de gestion soient automatiquement héritées pour que ça soit en fait généralisé. Donc c'est des réflexions à avoir petit à petit sur l'organisation du flux. Merci beaucoup. Pastel, je crois que je ne sais pas. Si, alors ça c'est bon. Pastel, donc proposé par la coopérative Libriciel, propose en effet en tant qu'orchestrateur de flux, avec comme objectif une connexion Vitam vers d'autres outils, et il me semble qu'elle est réalisée puisqu'on a des utilisateurs, je ne sais pas si quelqu'un est là, en particulier l'agglo de Cergy Pontoise, qui ont en mode POC ou fait ou sont en cours, mais c'est plutôt concluant. Et je crois qu'il y a une autre organisation qui l'a faite. Donc, n'hésitez pas s'il y a des membres du club utilisateur à qui ça parle. Je sais que, je vais chercher là dans mes notes, mais je sais que certains l'ont fait et que c'est bien réalisé. Voilà. Donc ça, voilà ce que je pouvais indiquer sur cette question-là. On avait un rebond sur la question des UA, des unités archivistiques, qui était donc un fichier TIFF et un fichier JPEG égale 2 unités archivistiques. Non. C'est des gottes.
c'est c'est bien une unité archivistique, ça va être la description de l'archive qui peut contenir un ou plusieurs usages, on appelle ça des usages. Donc ce qu'on va comptabiliser, c'est bien l'unité archivistique qui va porter la description de l'archive et associée à cette archive, on va la réunir dans un concept qui s'appelle le groupe d'objets techniques. Et puis, le groupe d'objets techniques va contenir un ou plusieurs fichiers ou plusieurs objets. Bernard, je vous laisse nous repréciser les choses. Je rebascule de l'autre côté. Alors, comment se passe une montée de version sur une offre hébergée mutualisée? Est-ce que tout le monde planifie la montée de version et l'interruption de service en même temps, par exemple? Alors, Julien et Paulina et Isabelle, vous avez des expériences là-dessus et des indications. Alors, la montée de version est coordonnée et faite par nos soins déjà, par les soins de Julien. Tout à fait, donc c'est une opération qu'on planifie quand même à l'avance, hein, c'est pas pris par surprise, qu'on effectue ce genre d'opération. D'ailleurs, on a différents environnements qui nous permettent de qualifier, une montée de version. On n'exécute pas ça directement sur la production. On a les environnements de recettes, de pré-prod et de production sur lesquels nos partenaires sont invités à effectuer les contre-vérifications nécessaires pour, qualifier que la montée de version est correcte et qu'elle n'a pas d'effet de bord et qu'elle n'en aura pas lors de la mise en production. Donc, c'est organisé lors d'opérations de maintenance, où là, il y a une coupure de service durant la phase de montée de version. Souvent, d'expérience, c'est une demi-journée de fermeture du service, le temps d'opérer la montée de version. Et voilà. Donc, par contre, vu que c'est un service mutualisé, l'interruption de service s'effectue en même temps pour tous les utilisateurs, mais selon une période qu'on a déterminée à l'avance et sur laquelle on communique. Je ne sais pas si Paulina ou Isabelle, vous souhaitez rajouter des éléments. C'est dans le cadre de la collaboration, on vous demande de participer au test et puis de tester déjà pour vous rassurer les nouvelles fonctionnalités. Pour cela, on vous transmet un cahier de test et des jeux de test pour que vous puissiez aussi prendre en main ces nouvelles fonctionnalités. Et puis, comme vous avez différents environnements, on vous demande aussi de tester que tous vos paramétrages sont toujours opérationnels. Tout à fait, Isabelle et Julien, ils ont très bien décrit cette phase. Moi, tout ce que je peux ajouter, c'est que c'est géré par l'équipe VAS pour les utilisateurs VAS et qu'on propose un planning de migration sur la base de l'homologation sécurité de la version, afin qu'elle soit programmée avec certitude d'homologation, soit passée. Les différentes activités que Julien a évoquées sur les plateformes qui doivent être programmées et communiquées aux utilisateurs par rapport à ce qui sera fait du point de vue de l'exploitant et ce qui doit être fait du point de vue de l'utilisateur, ainsi que du coup l'interruption pendant quelques heures de service sur chaque environnement lorsque c'est prévu, et bien sûr toute la préparation d'accompagnement à la recette qui est réalisée par Isabelle et qui transmet aux utilisateurs un plan de test détaillé pour qu'ils puissent prendre en main les nouvelles fonctionnalités et tester donc la non-régression de la nouvelle version de Vita Maximum en service. Et les utilisateurs sont informés en fait de chaque étape avec soit des mémos dans notre espace collaboratif, soit dans l'agenda et avec des points lorsque c'est nécessaire de migration pour s'assurer que toutes les étapes se passent bien. Il y avait une autre Merci. Oui, question vas-y, un parce peu que c'est plus beaucoup haut. plus métier. Ouais. C'est sur Vas-y, la je te laisse. DUA. Alors, vous pouvez en effet poser une règle de gestion sans faire poser forcément la date de début. Sachez qu'il existe des fonctionnalités sur Vitamui qui vous permettent de modifier une règle, supprimer une règle, d'ajouter une règle ou de modifier le sort final ou la date de début. Donc, vous pouvez l'ajouter par la suite. Merci Isabelle. J'en ai profité pour demander si un petit tour d'horizon d'une plateforme type VAS intéressait. Et tout le monde a mis des pouces avant même que je dise pouce bienvenue. Et j'en suis à 14 ou 13. Donc, je veux bien, Isabelle, tu te sentais, c'est ça, tu as un environnement sous la main ou tu veux que j'ouvre l'environnement Non, partenaire? c'est bon. C'est bon? J'en ai un. Alors, ça va être un
petit tour rapide pour vous présenter. Est-ce que vous Surtout que le voyez? vendredi 20, on fait un tour plus complet avec Oui, Isabelle, en gros, d'une plateforme type Vitam ou VAS, qui utiliserait toutes les fonctionnalités avec le front office en mode que fait l'outil Vitam, fonction par fonction. Je te laisse prendre la main. ouais. Vous voyez bien? Oui, mon écran? Je C'est m'entends bon pas. chez Très bien. moi. C'est bon, merci. Donc le front office de Vitam UI s'est construit autour de grands services, des grands services développés par Vitam, et constitué de ce qu'on appelle des applications. Donc chaque grand service, grande fonctionnalité, fait l'objet d'une app. Et donc c'est ce que vous voyez, ça c'est les dernières apps que j'ai pu utiliser, mais sinon elles sont réparties par catégorie d'usage. Donc on va faire un petit peu un tour. La catégorie versement et consultation donc regroupe l'app collecte et préparation des versements, l'app dépôt et suivi des versements, tout ce qui a trait à la recherche, la consultation et la gestion des archives, et puis le registre des fonds pour faire le bilan de tout ce y a pu rentrer dans l'année, les activités que vous avez pu faire autour des archives, à savoir les éliminations, les transferts. La deuxième catégorie concerne les référentiels, donc on a quand même plusieurs référentiels. Les référentiels obligatoires pour le fonctionnement sont l'app service agent et l'app règle de gestion que vous paramétrez en fonction de votre organisation et de vos besoins. Le référentiel, le format de fichier est ce qu'on appelle cross-tenant, c'est-à-dire qu'il est systématiquement implémenté et par l'équipe technique puisqu'il est basé sur le référentiel pronom. Et puis, il y a les référentiels d'arbres et plans. En fait, ça permet d'avoir une arborescence, un cadre de classement plus général auquel on va pouvoir rattacher les archives. Et puis, il y a le référentiel, le contrat de gestion qui va permettre soit, alors ça, c'est pas encore en place dans VAS, mais ça sera un jour peut-être disponible, de gérer en fait des stratégies de stockage différents en fonction des typologies d'archives. Mais ça sert là déjà pour les utilisateurs de VAS de pouvoir implémenter une stratégie d'identification pérenne, à savoir ARC, et à chaque versement, en fait, que ce soit sur vos unités archivistiques ou sur les objets, de pouvoir positionner en fait un identifiant ARC. Pour cela, il aura fallu avoir fait les démarches auprès de l'organisation ARC. La troisième catégorie, c'est plutôt dans les mains de l'administrateur fonctionnel. Donc c'est la supervision et les audits. Vous pouvez donc réaliser tous les audits autour que l'on vous demande de faire de toute façon dans le cadre de la convention d'utilisateur pour pouvoir en fait vérifier l'intégrité et l'existence de vos archives sur vos coffres. Vous pouvez réaliser des relevés de valeurs probantes, des opérations de sécurisation. Vous pouvez suivre aussi via le journal des opérations en fait tout ce qui est suivi des opérations réalisées, soit en échec, en succès ou ce qu'on appelle en alerte. Et puis, vous avez le détail des erreurs si vous en rencontrez. Et l'app gestion des opérations vous permet d'avoir peut-être des interventions sur des opérations en cours ou en erreur. On en parlait tout à l'heure, il y a deux apps qui permettent d'avoir, de concevoir en fait tout ce qui a trait au droit applicatif et donc le contrat d'entrée qui va vous permettre pour chaque flux, typologie d'archives, de définir en fait le contrat que vous voulez faire par rapport à tel type de versement.
et donc de décider via ce contrat d'entrée d'autoriser ou pas tel format de fichier, de vouloir vérifier que le SIP que vous vous apprêtez à verser est systématiquement déposé dans un périmètre, ou même que le contrat d'entrée porte le rattachement pour les archives en sériel, toujours dans le même dossier. Les contrats d'accès vont permettre d'affiner les droits d'accès des utilisateurs et donc de pouvoir faire du paramétrage d'accès et d'avoir des droits soit sur un niveau d'arborescence, soit sur un ou plusieurs services producteurs, soit sur des règles de gestion arrivées à échéance, de pouvoir autoriser la modification des métadonnées descriptives ou des métadonnées de gestion, et de pouvoir autoriser le téléchargement des objets ou pas, ou même de définir la typologie d'usage des fichiers à télécharger. Si vous voulez donner, par exemple, pas accès à des fichiers de grosse volumétrie de type TIFF, mais vous savez que vous offrez la possibilité d'avoir toujours une copie de diffusion pour certains types d'utilisateurs, donc ne pouvoir télécharger que les copies de diffusion. Et enfin, la dernière catégorie, je rentrerai peut-être dans certaines apps, vont permettre de paramétrer en fait vos utilisateurs et les groupes de profils auxquels ils vont être associés. Donc, je vais juste ouvrir cette app-là et puis peut-être vous montrer. Donc, vous avez vu, on a fait un petit tour de toutes les applications qui sont disponibles dans Vitamui. Et chaque groupe groupe de profils que vous pouvez créer en fonction des typologies d'utilisateurs, vous allez sélectionner les apps auxquelles elles pourront avoir accès. Donc, généralement, nous, quand on crée le premier utilisateur, on donne accès à toutes les apps avec tous les droits possibles. Mais si vous avez, par exemple, un profil d'archiviste qui va gérer que la collecte et le versement et pouvoir rechercher dans les archives, vous n'aurez qu'à lui associer quelques apps, donc la collecte et la préparation des versements, et puis leur définir un projet qui va lui donner, un profil qui va leur donner accès à plus ou moins de fonctionnalités. Et puis, on ajoute, on va dire qu'il a accès aussi à l'app dépôt, et ainsi de suite, et à l'app recherche, et vous aurez consultations. Là même, certaines apps ont des profils par défaut pour faciliter la gestion des droits des utilisateurs et qui ouvrent plus ou moins par défaut plus ou moins de droits. Voilà, donc ça c'est la création d'un groupe de profils et vous n'aurez plus qu'à aller dans une seconde app qui s'appelle Utilisateur et où vous pourrez créer vos utilisateurs et associer à chaque groupe de profils les utilisateurs au groupe de profils concernés. On va faire un tour peut-être plutôt vers le versement et la consultation. Alors, la première app, ça va vous permettre de créer un projet de versement, qu'il soit par flux. Je vais aussi vous ouvrir. Donc, vous pouvez créer des projets de versement soit des projets de versement manuel bureautique, soit un projet de versement de flux automatique. Je vais aller pour l'instant sur les projets de versement flux automatique. Je vais aller rapidement. Vous avez à renseigner obligatoirement les informations qui serviront à la constitution des métadonnées de transfert et d'entête de chaque SIP. Et donc, vous n'aurez plus à revenir dessus. Et le contrat, l'identifiant du contrat d'entrée que vous avez
définis pour, par exemple, ce flux automatique, les modalités d'entrée si, et puis le statut légal. Donc là, ces deux paramétrages vous permettent en fait de définir les métadonnées utilisées systématiquement dans chaque versement. On est toujours donc dans la constitution d'un projet de versement de flux automatique. Vous pouvez soit demander le rattachement à une position fixe, soit avoir un paramétrage de règles de rattachement. Je vais y aller parce que c'est le plus complexe pour voir un petit peu les subtilités. Vous pouvez aussi demander à Vitam de gérer automatiquement les transactions ou pas, ça, en fonction en fait de ce qui a été déployé au niveau de l'API versante. Donc, à partir du moment où vous décidez de laisser faire Vitam, finalement, l'API versante va transmettre l'ensemble des unités archivistiques pour un versement et va dire qu'elle est prête, et puis c'est Vitam qui se chargera de toutes les actions d'envoi et de transmission au SAE. Donc, on en était sur le paramétrage de règles de rattachement. Alors là, j'espère que je ne vais pas trop... Ça vous permet en fait de ne pas avoir à positionner sur un seul dossier le versement de flux applicatifs, mais de pouvoir, par clé-valeur, déterminer avec le choix d'une métadonnée CEDA. Bon, je vais prendre une métadonnée par défaut. Voilà, file plan position, par exemple. Préalablement, vous avez quand même mis cette métadonnée et consacré cette métadonnée de façon unique, une valeur pour définir chaque dossier qui devront accueillir les archives à verser. Donc, je ne sais pas si c'est pour la DRH 1, et puis déterminer en fonction donc de ce couple clé-valeur où les archives devront être versées. Et donc, je peux comme ça définir beaucoup de différentes couples clé-valeur. Je vais, et puis après, toujours sur collecte, je ne sais pas si je m'attarde trop, mais vous pouvez, là, lors d'un versement bureautique, aller consulter les archives que vous êtes en préparation, qui sont en préparation, et vous pouvez modifier les métadonnées descriptives, regarder les règles de gestion qui sont posées. Alors, je ne sais pas si je vais un peu trop vite ou pas. Consulter les documents qui ont été transférés au projet de versement. Je vais peut-être passer à une autre app. Et donc, Collect vous permet soit de configurer un projet de flux applicatif, soit de constituer des versements uniques manuels pour les versements bureautiques. Je reviens, vous avez aussi, si vous avez plutôt l'habitude d'utiliser Recip, l'app dépôt et suivi des versements qui vous permettent de déposer facilement un SIP. Donc là, je ne vais pas le faire, mais... Et puis après, de vérifier le bon déroulement de l'opération. Vous pouvez voir que les versements sont en rouge, sont en vert, sauf un. Ça veut dire que le versement a été en erreur, et dans Vitam UI, vous pouvez avoir le détail de l'erreur qui a été rencontrée. Et donc, par exemple, là, lors de ce versement, la règle de gestion était inconnue, donc il fallait soit revoir le manifeste, soit créer la règle en bonne et due forme. Et pour chaque opération de versement,
des documents sont à disposition. Vous pouvez retélécharger le manifeste, télécharger l'accusé de réception ou télécharger le bordereau de versement, qui est un petit mix entre l'ATR et le manifeste qui permet en fait au service d'archives de pouvoir transmettre au service producteur un bordereau de versement. Et donc, il y a une configuration et une mise en page un peu plus lisible. Et puis, vous avez un aperçu de ce qui a été versé, si vous voulez le transmettre, si vous avez besoin de le transmettre à vos utilisateurs. Et puis, je vais terminer par l'app recherche et consultation des archives, qui est un peu complexe. Vous avez sur la gauche, en fait, le cadre de classement qui est, qui est assez général. Et puis, au centre, vous avez en fait le formulaire de saisie pour rechercher des archives. Donc, je vais faire une recherche sur l'intitulé discours, par exemple. Et lorsque je lance la recherche, mon cadre de classement est toujours présent en hauteur, mais j'ai les positions de rattachement qui correspondent, donc tous mes SIP qui ont été versés se positionnent en dessous et je peux aller consulter toutes les unités archivistiques qui correspondent aux résultats et je peux vérifier dans quelle arborescence elles se trouvent. Je peux consulter soit à partir directement de l'arborescence, soit directement depuis le tableau de résultats, l'unité archivistique en question. Donc j'ai des informations globales au départ, et puis j'ai les informations complémentaires, donc tout ce qui est relatif aux métadonnées descriptives que j'ai pu inscrire dans mon manifeste. Et puis, si je veux compléter ces métadonnées descriptives, je peux passer en mode édition de mon unité archivistique et je vais retrouver l'ensemble des métadonnées du CEDA et même, alors là, je n'en ai pas, mais tout ce qui est métadonnées externes, si vous avez souhaité en avoir et si vous avez, si vous avez pu les créer auparavant. Ça, on vous aide à les renseigner dans chaque coffre. Donc, je peux ajouter un tag, des dates, des identifiants, et j'enregistre mes modifications. Voilà globalement. Et puis, on peut consulter. Alors là, je n'en ai pas, mais je peux faire rapidement une recherche par règle de gestion et notamment par règle de gestion DUA. C'est une autre façon de rechercher. Quand je veux faire des éliminations, je peux vérifier quelles sont les archives qui sont éliminables à la date du jour. Enfin, je lance ma recherche. Là, je n'en ai pas, malheureusement. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais peut-être parce que j'ai discours, je vais relancer ma recherche. Donc là, on peut voir que grâce à un système de facettes, vous avez en fait une présentation globale de tout ce qui est remonté dans les résultats avec les différentes règles qui sont posées sur ces archives. Et concernant la DUA, j'ai 3 règles distinctes de DUA qui ont été positionnées donc sur mes 5 unités archivistiques. Comme j'en ai fait la demande, en fait, elles sont toutes arrivées à échéance, et puis elles ont toutes, puisque c'est un des critères de recherche que j'avais fait, un sort final à élimination. Donc, à partir de cette sélection, vous pouvez lancer différentes opérations.
Donc, vous sélectionnez les archives recherchées et puis vous pouvez lancer différentes opérations. Alors, comme j'étais sur les éliminations, je peux lancer une analyse d'élimination, mais je peux aussi lancer une élimination des archives. Je peux aussi, puisque c'était une des questions qu'on avait tout à l'heure, pour la communication, je peux décider d'avoir un export DIP ou de réaliser un transfert d'archives de cette sélection d'unités archivistiques. Et donc, j'aurai un SIP, un DIP, pardon, qui me permettra de communiquer mes archives à au chercheur ou au service producteur qui me l'a demandé. Et je vous montre une dernière fonctionnalité autour de l'app recherche qui est, puisque c'était une des questions, la mise à jour en masse de règles de gestion. Donc, sur mes 5 unités archivistiques sélectionnées, je peux ajouter, modifier ma DUA. Voilà, donc je peux agir sur les règles de gestion, modifier la règle, supprimer une règle, bloquer l'héritage d'une règle, supprimer le blocage ou modifier les propriétés d'une règle. Je sais pas si j'ai été un peu trop rapide. En premier aperçu, et vu qu'on en parle le 20 décembre, je pense que c'est bon. Je vais couper Ouais. mon micro parce que j'ai du son à côté de moi. Paulina, je te laisse reposer des questions ou conclure si besoin. Ça marche. Merci Alice. Merci Isabelle pour la présentation. Pour les personnes qui sont encore connectées et qui ont pu regarder la présentation, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans la conversation. On peut tenter aussi l'ouverture, enfin si vous voulez de la main, l'ouverture du micro. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne l'ai jamais fait sur ce forme de réunion en ligne Teams. N'hésitez pas à intervenir. Je surveille les participants et la conversation. Peut-on importer un tableau de gestion Excel dans Vitamui? Une question de Natacha Buffquin. Oui, toute l'équipe est là, vous pouvez en profiter. Oui, profitez-en. Isabelle, je te laisse répondre à Natacha sur sa question d'import. Pour quel objectif? Si c'est pour verser en tant qu'archive, oui, mais si c'est pour constituer votre référentiel, non. Après, j'aurais pu vous montrer le référentiel des règles de gestion. C'est au départ il est composé déjà sous forme de CSV. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Vous pouvez tout verser. Ouais, du coup, elle précise que c'est par rapport aux archives versées pour le suivi. Donc, je pense c'est pour le que suivi, c'est pour la gestion au quotidien et notamment pour les règles de gestion. elle Oui, répond. oui, bien sûr. Je peux vous le montrer. En effet, le référentiel des règles de gestion, comme celui des services agents, se prépare dans le cadre d'un Excel, mais qui est transformé en fichier CSV, que vous pouvez importer, exporter, mettre à jour. Donc, vous pouvez travailler de façon globale. Nous avons une question de Mélissa Blanc-Scandolera qui demande s'il est possible de changer le niveau de rattachement au plan de classement d'un document après son versement dans le SAE. Oui, Avec bien un sûr. pouce de On a Natacha. une fonctionnalité de reclassement qui se fait unité archivistique par unité archivistique. Mais à partir du moment où vous déplacez un niveau assez haut, vous embarquez l'ensemble des unités archivistiques filles. Mais oui, c'est une fonctionnalité disponible. Et je vois le DIP est une copie des fichiers archivés. Oui, c'est une copie des fichiers archivés. Et puis depuis peu, alors ça sera disponible pour VAS en V8.0. Il est possible d'exporter un DIP qui reconstitue, ce qui n'était pas le cas auparavant, l'arborescence des fichiers et le nom des fichiers.
auparavant, on exportait un DIP un peu de la même façon que la constitution d'un SIP. Tout était à plat et puis avec des métadonnées, enfin des identifiants techniques pour le nom des fichiers. Mais nous avons remédié à cette demande. Et juste, le DIP est bien en effet une copie des fichiers, pendant que le SIP de transfert est un SIP qui prépare les archives à être transférées. Et une fois que l'acquittement est fait, il y a bien transfert total. On est bien d'accord, Isabelle, hein? C'est C'est juste ça. pour faire la Oui, oui, différence oui, entre oui. le DIP et le SIP de transfert qui est destiné à sortir vers un autre SAE et à être intégré dans un autre SAE, par exemple. Également, oui, oui, oui. Et une fois qu'on a récupéré l'accusé de réception du SAE de destination, on peut procéder à l'acquittement qui va supprimer l'ensemble des unités archivistiques des fichiers et mettre à jour le registre des fonds. On a 2 nouvelles questions. On a Marc Steglione qui demande donc ce qui concerne les formats, est-ce qu'il s'agit d'un contrôle de conformité du format par rapport à un texte, une norme ou un standard, ou un contrôle de l'extension, la présence d'un point quelque chose ou autre? C'est un peu autre, c'est deux outils. Enfin, c'est un outil d'identification. C'est un peu technique, donc je pourrais pas qui va notamment regarder le point d'extension, mais le nombre magique. Et donc, je sais que Recip utilise un autre outil d'identification des formats. Il y a Siegfried et Droid, mais tous les deux fonctionnent de façon un peu plus complexe que juste l'extension. Donc c'est une identification un petit peu maîtrisée et qui sont aussi en rapport avec le référentiel pronom. Merci Isabelle. Marc, n'hésitez pas à préciser si vous avez encore des questions sur les formats. Il y a aussi... Dans la identification des formats, c'est en effet précisé ce que disait Isabelle, qu'on ne peut pas se fier uniquement à l'extension, puisqu'il avait fait ça avait fait l'objet de nombreuses analyses. Je vais pointer vers ça, mais en effet, c'est pas suffisant. On est tous d'accord, je pense, sur l'extension. Merci Alice pour la précision. On a une autre question de Gilbert Le Guen qui demande si le système délivre des attestations. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par attestation? On a le relevé de valeur probante, dans le cas peut-être de pouvoir transmettre à un juge des archives et leur valeur probante. Donc, en effet, il y a une fonctionnalité, mais c'est pratiquement jamais demandé, voire jamais, à ma connaissance. Ou sinon, il y a l'accusé de réception que je vous ai présenté. Donc, attestation de versement. Il y a le bordereau de versement ou l'accusé de réception qui est dans un format XML. En effet, si donc en effet, lors d'un versement, à chaque opération de versement, vous avez un bordereau de versement ou un accusé de réception, puisque ce qu'on appelle le bordereau de versement, c'est quelque chose de plutôt lisible et qui permet de le transférer au service producteur, alors que l'ATR, l'accusé de réception, est en XML et répond à la norme CEDA. Très bien, je crois qu'il y a une nouvelle publication dans les questions-réponses concernant le sujet complexe des formats PDF-A. Est-ce que vous préconisez une version particulière, s'il vous plaît? Alors, c'est pas spécialement complexe pour nous, parce que le PDF-A n'est pas un sujet, enfin pas plus que les autres formats. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préconisation sur le PDF-A parce qu'on estime que c'est pas tant que ça un format d'archivage, et même plutôt pas du tout, si j'en crois mes souvenirs de la lecture du chantier qu'on avait fait sur la préservation. Isabelle, toi, tu étais là sur la partie Oui, préservation pour oui, le oui. MEAE. Je te laisse compléter sur le PDF-A. C'est Oui, très lapidaire, ma manière de le dire. on a fait presque pendant 2 ans au sein de Vitam un chantier de préservation où tous les organisations qui travaillaient autour de Vitam ont testé beaucoup d'outils, ont réfléchi ensemble et on a fait aussi venir
organisations qui avaient déjà mis en place des SAE qui faisaient de la préservation. Et notamment pour, je crois que c'était Sanofi à l'époque, qui avait fait le choix de transformer toutes leurs archives en PDF-A. Ils le regrettaient. Donc, ce qu'on préconise plutôt pour l'instant, vous pouvez avoir une version de diffusion en PDF, mais toujours garder le fichier d'origine. Merci Isabelle. Est-ce qu'il reste des questions pour l'équipe PDF-A? Est-ce qu'on estime que ce n'est pas un format plus pérenne que les autres? C'est-à-dire que les autres formats, c'est une autre question, c'est dans la conversation, Isabelle, je te vois y regarder. Pourquoi le PDF archive n'est pas bon? Je n'ai pas compris. Parce qu'on estime que ce n'est pas un format meilleur que les autres spécialement et qu'il entraîne une transformation qui n'est pas nécessaire pour la conservation et qui n'a pas fait ses preuves sur le long terme pour nous. Alors, ça ne veut pas dire que si vous avez des fichiers à conserver, vous ne le versez pas vos PDF-A. Hein. C'est pas un bon, c'est On pas ne va un pas les mauvais retransformer format. le PDF-A. Il faut pas les, voilà. La question lors du chantier de préservation, c'est doit-on transformer toutes les fichiers bureautiques dans un seul et même format qu'on considérait plus pérenne? Non, pas forcément. Et pareil, il n'y a pas de bon ou mauvais format pour l'XML. Encore une fois, on va toujours vous pousser à ce que vous versiez le format d'origine, qui sera toujours conservé, même si par la suite, vous pouvez réaliser des campagnes de préservation pour monter de version ou si vous voulez accompagner vos SIP de format de diffusion. Mais il faut, bon, voilà, des travaux qu'on a réalisés, ne pas migrer des formats considérés plus pérennes que les autres au départ. Pas transformer vos formats d'origine. Merci. Et puis, Natacha demandait les normes en vigueur. Alors, si c'est les normes par rapport au format, de manière très résumée, suite au chantier préservation, ce qui a été conclu, c'est plus le format est utilisé par une grosse communauté, plus il a de chances d'être maintenu ou d'avoir des solutions en cas de problème de non-maintien de l'éditeur, par exemple. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres normes, mais c'est vraiment au choix de chaque organisation avec la préconisation d'Isabelle. On garde le format d'origine et les travaux. Voilà. Voilà, parce qu'on avait fait aussi des tests sur la lisibilité des archives et puis dans le temps, c'est pour ça que la solution logicielle Vitam intègre, alors c'est pas encore disponible sur VAS, mais intègre des fonctionnalités de préservation et notamment de pouvoir, si on considère qu'une version de Word est devenue obsolète, de pouvoir réaliser des campagnes pour la passer en mode 3, enfin en version 3, mais tout en gardant toujours la version d'origine. En question-réponse, Isabelle, parce que je pense que vous entendez à côté. Non, ça va, on n'entend pas trop, mais on va regarder dans les questions-réponses. Il y a une nouvelle publication de Rose qui travaille avec nous côté projet d'usage VASMensch, qui se demande si dans la nouvelle version V8.0, il y aura des facilitations pour les rattachements multiples. Pas encore, non. Entre les questions-réponses et les échanges dans conversation, est-ce que vous avez encore des choses à nous demander pour ces dernières minutes de cette session de Vitam en ligne? Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de cette session. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alice, Isabelle et Julien, mais je crois que nous avons fait le tour de la présentation, des échanges, de la démo et merci pour toutes vos questions et réponses. Merci Alice pour l'organisation. Merci Isabelle et Julien pour votre présentation. Merci à tous les participants d'avoir suivi cette session en direct et pour les échanges que nous avons pu avoir.
Merci, à bientôt la semaine prochaine pour les autres rendez-vous de Vitam en ligne. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.